Alors, pour le cours de vendredi, nous allons terminer donc le chapitre grand 1 de mécanique des fluides sur les écoulements pour pouvoir la semaine prochaine en présentiel attaquer le chapitre grand 2 sur les bilans macroscopiques sur les écoulements de fluides. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à aborder? Alors, dans cette dernière partie, quatrièmement, sur les écoulements externes de fluides autour d'obstacles solides, nous avions donc commencé à aborder le cas de la sphère. Nous allons terminer d'abord ça, puis ensuite nous allons aborder dans le petit b le cas d'une aile d'avion, donc le cas d'un obstacle qui n'est pas symétrique et où il y aura en particulier donc une force de portance. Alors en effet, pour caractériser la résultante des actions de contact du fluide externe sur l'obstacle, donc l'obstacle, je vous rappelle, pour l'instant donc pour nous c'est une sphère, mais ça peut être une voiture, un bateau, un humain, un avion, une aile d'avion, peu importe. Alors cet obstacle, soit il est en translation rectiligne uniforme dans le référentiel terrestre galiléen dans un fluide qui est au repos suffisamment loin de lui, donc avec des bulles de fluide qui ne bougent pas, soit on change de référentiel, c'est exactement la même situation, vous l'avez compris j'espère, hein, exactement la même situation, mais on change de référentiel, on se place dans le référentiel lié à l'obstacle. Ce référentiel il est galiléen, puisque l'obstacle est en translation rectiligne uniforme par rapport à la Terre qui est supposé référentiel galiléen. Donc on se place dans le référentiel lié à l'obstacle est donc fixe, et à ce moment-là, ce sont les bulles de fluide qui sont en écoulement uniforme, donc avec la vitesse V0, suffisamment loin effectivement de cet obstacle. Alors qu'est-ce que ça veut dire suffisamment loin? Bon, bah, on a vu que la couche limite était de l'ordre de quelques millimètres, voire quelques centimètres, donc suffisamment loin, ça ne veut pas dire forcément très très loin en fait, effectivement, de l'obstacle. Alors là maintenant, on va voir comment modéliser, donc je dis bien la résultante des actions de contact du fluide externe sur l'obstacle. C'est-à-dire qu'il y a des actions de pression, des actions de viscosité, mais on ne va pas du tout chercher à dissocier les forces de pression et les forces de viscosité. On va essayer de les prendre en compte globalement et de parler d'actions de contact globales. Hein, pour les écoulements externes autour des obstacles, donc on ne va pas s'amuser effectivement à essayer de trouver des expressions pour la force de viscosité, des expressions pour la force de pression. Donc ça, si vous voulez, on va le garder pour une petite bulle de fluide ou pour des écoulements laminaires. Mais pour les écoulements externes, qui, comme on l'a vu, sont en général turbulents, pour les écoulements classiques du quotidien, on n'a donc pas d'expression du champ des vitesses, donc pas d'expression des forces de viscosité, donc on va essayer de globaliser. Alors comment fait-on? Eh bien la résultante des actions de contact du fluide externe sur l'obstacle, on la décompose en deux forces. Donc cette résultante, on la décompose en deux forces. La force de traînée, la fameuse force de traînée, hein, dont vous avez certainement déjà entendu parler au lycée, ou si vous avez fait le BIA, hein, le brevet d'initiation aéronautique. Donc la force de traînée, eh bien, c'est la composante de la résultante des actions de contact du fluide externe sur l'obstacle qui est toujours dans la direction et le sens du vent relatif. Qu'est-ce que c'est que le vent relatif? Eh bien, c'est la vitesse du fluide par rapport à l'obstacle. Alors, dans la situation qui nous concerne, la vitesse du fluide par rapport à l'obstacle, bah, c'est V0, effectivement. Donc ici, la vitesse du fluide par rapport à l'obstacle, c'est V0 parce que l'obstacle est fixe. Et là, la vitesse du fluide par rapport à l'obstacle, effectivement, ce serait donc moins le vecteur V0 que j'ai dessiné, donc le même V0 qu'ici, donc ça donnerait évidemment la même chose. Donc le vent relatif, c'est la vitesse du fluide par rapport à l'obstacle. Dans le référentiel lié à l'obstacle, l'obstacle est fixe, c'est tout simplement la vitesse du vent, du fluide, si vous voulez, puisqu'on a considéré que l'obstacle était fixe. Alors attention, il est clair que dans des situations un petit peu plus compliquées, où il pourrait y avoir du vent externe, je crois qu'on verra ça en TD. Voilà, quand il y a un vent extérieur, quand il y a loin de l'obstacle le fluide qui se déplace avec une certaine vitesse, on verra que le vent relatif, ça se calcule un petit peu différemment. Mais on retiendra que la force de traînée, elle est toujours dans la direction et le sens du vent relatif. Donc quel que soit le référentiel dans lequel on se place, puisque c'est la même situation, c'est bien la même force, Ft. Et ensuite, la composante perpendiculaire à la force de traînée, ben on l'appelle la force de portance. Voilà. Et vous imaginez bien qu'elle joue un rôle très important en aéronautique, évidemment, sur les avions. La force de portance, elle est toujours perpendiculaire à la force de traînée, donc toujours perpendiculaire au vent relatif, donc à la vitesse du fluide par rapport à l'obstacle. Elle est dirigée soit vers le haut, soit vers le bas. Hein. Autant la force de traînée, elle a toujours la direction et le sens du vent relatif, toujours, toujours. Autant la force de portance, elle n'est pas forcément dirigée vers le haut, elle peut très bien être dirigée vers le bas. On pense à un avion qui monte ou qui descend, par exemple. Alors, revenons au cas de la sphère. Alors, dans le cas de la sphère et de beaucoup d'objets dits symétriques par rapport à l'axe de l'écoulement, il n'y a pas de portance. Ça veut dire que l'écoulement, si on prend l'axe de l'écoulement ici, hein, qui passe par le centre de la sphère, en dessous de cet axe et au-dessus de cet axe, l'écoulement est parfaitement symétrique. C'est-à-dire que les lignes de courant sont symétriques, voilà. Même quand il y a de la turbulence. Hein.
Donc, il n'y a pas de portance. Dans ce cas-là, la résultante des actions de contact se résume à une force de traînée dans la direction et le sens du vent relatif, dans la référentielle où la sphère est fixe. Et même chose ici, le vent relatif c'est la vitesse du fluide par rapport à l'obstacle, donc c'est moins le vecteur V0 que j'ai dessiné ici en vert, mais ça donne toujours la même force. Bien, alors pour exprimer cette force de traînée, on a besoin de connaître la masse volumique du fluide externe, ça c'est pas un problème. On a besoin de connaître la vitesse V0, donc soit la vitesse du fluide loin de l'obstacle dans le référentiel lié à l'obstacle, soit la vitesse de l'obstacle dans le référentiel lié à la Terre, où le fluide est au repos loin. Et on a besoin de ce qu'on appelle le mètre couple, donc une surface de référence en mètres carrés. Alors le mètre couple, qu'est-ce que c'est? C'est une surface qui est perpendiculaire à l'écoulement de fluide, donc dans le référentiel lié à l'obstacle est fixe. C'est une surface qui est perpendiculaire à l'écoulement uniforme. Et c'est la surface, effectivement, on dit c'est la section droite de l'obstacle. Donc c'est une surface qui est perpendiculaire à l'écoulement et qui caractérise donc la section droite de l'obstacle. Par exemple, pour une sphère, c'est le disque de rayon grand R, donc pi r carré. Et l'expression générale de la force de traînée, que je ne donne pas vectoriellement, que je donne voilà, en projection, après c'est à vous de correctement dessiner le vecteur, parce que c'est facile, c'est toujours dans la direction et le sens du vent relatif, s'exprimera par 1 demi de mu S Cx V0 carré. Alors V0, c'est ce que c'est, S, je viens d'expliquer, mu, masse volumique du fluide externe, bon le 1 demi, c'est en newton évidemment, et il y a un coefficient que l'on note Cx, et qui est toujours positif et qui est toujours sans dimension, qu'on appelle le coefficient de traînée, puisqu'il est dans l'expression de la force de traînée. Donc cette expression, elle a été posée donc par des expérimentateurs. Vous allez comprendre la suite. Alors, ce coefficient de traînée Cx, attention, souvent on vous donne sa valeur, mais c'est pas une constante. C'est-à-dire, il va dépendre de pas mal de paramètres. En particulier, il va dépendre du nombre de Reynolds. Et le nombre de Reynolds, comme on le sait, il dépend de la vitesse V0. Donc, ça veut dire que ce coefficient Cx, il n'est pas intrinsèque à l'obstacle, il va dépendre du nombre de Reynolds de l'écoulement externe autour de l'obstacle. Donc ne vous mettez pas dans la tête que c'est une constante, même si souvent dans l'abus de langage on pense que le CX est une constante, vous allez voir, ce n'est pas une constante dans toutes les situations. Donc il dépend du nombre de Reynolds, il dépend de la forme de l'obstacle, donc de son aérodynamisme si vous voulez, et il dépend aussi beaucoup de l'état de la surface de l'obstacle, si elle est lisse, si elle est granuleuse. Alors comment on s'en sort? Eh bien on réalise des expériences. Alors durant ces expériences, donc avec la sphère, on connaît mu, donc on choisit un fluide externe, on connaît sa masse volumique, on connaît bien sûr le mètre couple, la surface de référence de la sphère, on connaît la viscosité du fluide, et on connaît le rayon de la sphère. Ensuite, on va mesurer expérimentalement la force de traînée et la vitesse V0, donc du fluide loin de l'obstacle. Alors la vitesse V0, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir un débitmètre ou un anémomètre. Pour la force de traînée, bien sûr, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait. Ensuite, puisqu'on connaît tous ces paramètres, on peut donc évaluer le nombre de Reynolds, donc mu V0, L sur eta, avec L qui vaut 2R pour la sphère, on l'a déjà vu, et on va donc pouvoir en déduire le Cx, puisqu'on connaît la force de traînée, on va pouvoir en déduire le Cx. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de réaliser toute une batterie d'expériences sur lesquelles on va simplement mesurer la force de traînée en newton, mesurée expérimentalement, et la vitesse V0 du fluide, donc loin de l'obstacle. Connaissant tous les autres paramètres, on en déduit le nombre de Reynolds et le coefficient Cx, et vous avez compris, ensuite on va tracer une courbe. Bien, alors on va regarder une petite vidéo pour vous expliquer expérimentalement comment on accède effectivement à cette force de traînée. Donc on a une soufflerie, donc il y a de l'air ici. Bon, là ici, vous avez vu, c'est un profil d'aile d'avion, mais on verra d'autres obstacles. Donc dans une espèce de tube, on appelle ça une buse, puisque c'est un tube, une canalisation à section plutôt rectangulaire. Donc il y a de l'air qui va de la gauche vers la droite. Donc loin de l'obstacle, on a de l'air avec un écoulement relativement uniforme, avec une vitesse V0 qu'on connaît. On connaît la masse volumique de l'air. Ensuite, on a mis 2 dynamomètres. Alors pourquoi? Parce que l'obstacle, comme vous avez vu, il est suspendu à des rails. Et donc l'obstacle, il va pouvoir, alors tout à l'heure on verra, il pourra monter et il pourra se déplacer sur l'axe des X. Et en se déplaçant sur l'axe des X, il va tirer donc un dynamomètre, et le dynamomètre va vous donner en newton la force exercée par le fluide sur l'obstacle, donc la force de traînée. Pourquoi? Parce qu'on va observer un équilibre, où l'obstacle va être à l'équilibre, sous l'action donc de la force de traînée et de la force de rappel du ressort ici, et on vous indique en newton la force du ressort, donc on en déduit que c'est la force de traînée à quelques petits pourcentages près, il y a toujours des petits frottements parasites. Donc on regarde cette vidéo. Alors bien sûr, vous allez pouvoir la revoir tant que vous voulez, au ralenti, etc. Moi je vais vous la passer juste une fois et commenter.
Donc Fx pour eux, c'est la traînée. Alors on commence par un profil cylindre, c'est-à-dire que l'obstacle, effectivement, c'est un cylindre. On envoie l'air, et là vous voyez effectivement le dynamomètre qui donne une indication, ça se stabilise, et en se stabilisant, on en déduit que la force de traînée sur le cylindre, elle est équivalente effectivement à la force mesurée par le dynamomètre, donc par le ressort. On fait la même chose avec une sphère, et comme vous pouvez le remarquer, la force en newton, elle est plus petite. Donc la force de traînée est plus petite. Ensuite, on vous fait l'expérience avec moi ce que j'appelle une goutte, j'appelle ça une larme, mais j'appelle plutôt ça une goutte. Donc un objet très aérodynamique, et là, ça se stabilise, regardez, et la force de traînée est très faible. Alors la suite de la vidéo, c'est simplement pour vous expliquer l'interprétation. Donc lorsqu'on est là, vous avez donc le mètre couple, et en fait, effectivement, ils ont pris le même mètre couple, la même surface, la même section droite perpendiculaire à l'écoulement pour les trois obstacles. Voilà. Ça, je vais vous le remettre sur le cours. Voilà, même mètre couple pour tous les profils. Évidemment, c'est le même fluide. La force de traînée avec un fort CX, c'est effectivement pour le cylindre. Avec un CX moyen, on a vu que la force était plus faible, c'est pour la sphère. Et avec une traînée faible et un CX faible, c'était pour ce que j'appelle la goutte ou la larme, etc. Voilà, ce sera tout. Donc, on fait un petit commentaire sur le cours. Alors, concernant le cylindre, moi je vais rajouter lisse, parce que la texture, la surface, elle joue un rôle aussi. Donc pour le cylindre lisse, de rayon grand R, peu importe sa longueur, on a donc le mètre couple S, V0, S c'est pi r carré, on avait un CX de 1,14 ici. Si on mesurait en newton la force avec la formule. Pour la sphère lisse, avec le même mètre couple S, pi grand R carré, le même grand R, le même V0, on avait un CX de 0,45, donc vous voyez, un peu plus élevé. Un peu plus faible, pardon, excusez-moi. Et pour la goutte lisse, la larme lisse dans la vidéo, même S, même R ici, même V0, et là on a 0,2. Donc vous voyez que la force de traînée, évidemment, c'est quasiment divisé par 5 ici, donc elle est 5 fois plus faible pour une goutte par rapport à un cylindre. Et vous avez compris, c'est le profil, c'est l'aérodynamisme qui va jouer sur cette force de traînée, donc sur ce CX. Alors là, vous allez me dire, mais là, monsieur, le CX, effectivement, a priori, c'est une constante. Bah, pas vraiment. C'est le CX qu'on a mesuré pour un nombre de Reynolds, donc pour une vitesse V0. Alors, puisque le nombre de Reynolds, c'est mu sur eta V0 fois L, eh bien, L, c'est 2R pour la sphère. Ici, ce serait pas tout à fait 2R. Il faudrait prendre plutôt cette longueur-là, donc c'est un petit peu plus grand. Et là, le L, ce serait cette distance-là, c'est un petit peu plus petit. Donc, on n'a pas exactement le même nombre de Reynolds pour les trois profils. Donc, c'est le CX qui est mesuré pour cette expérience, pour ce nombre de Reynolds et pour chaque obstacle. Alors, on va se concentrer sur la sphère lisse, puisque c'est le cas qui est à votre programme. Et sur la sphère lisse, donc vous avez compris, on va donc réaliser tout un tas d'expériences. Et toutes ces expériences, ces petits points-là, ils vont être rassemblés sur une courbe où on va mettre le CX en ordonnée, le nombre de Reynolds en abscisse, mais en échelle logarithmique. Donc en fait, c'est le log décimal du CX en ordonnée, le log décimal du nombre de Reynolds en abscisse. Et on a rassemblé ici toutes les expériences qu'on a pu réaliser. Alors historiquement, bien sûr, ça a été réalisé par Reynolds, qui a donné son nom au nombre de Reynolds aussi. Ces expériences depuis ont été refaites de nombreuses fois, etc. C'est un peu comme le diagramme de Moody pour les écoulements internes turbulents. Donc on a une courbe, donc pour chaque obstacle, une voiture, un bateau, un rugby, pour chaque obstacle, on a effectivement ce type de courbe. Et nous, on se concentre sur la sphère lisse. Alors, pour la sphère lisse, donc, on va vous demander, souvent cette courbe, on va vous la donner, vous n'allez pas la connaître par cœur, mais on va vous demander de l'interpréter, de l'analyser. Donc, pour la sphère lisse, sur cette courbe, en fait, on va repérer 1, 2, 3, 4, 5 zones. Alors, la première zone, c'est pour des nombres de... Alors, vous avez vu, c'est log de CX en fonction de log de RE, c'est en échelle logarithmique, comme pour le diagramme de Moody d'ailleurs. Pour un nombre de Reynolds plus petit que 1, tiens, c'est lorsque l'écoulement externe est laminaire, on constate que c'est une droite. C'est une droite même de pente moins 1, c'est-à-dire qu'on a log de CX qui est égal à moins log de RE plus une constante, et pour la sphère lisse, c'est log de 24. Donc on aurait un CX de 24 pour un nombre de Reynolds de 1 ici, si vous voulez. Alors le CX, c'est donc 24 sur RE par rapport à la forme expérimentale qu'on a trouvée. Si je remplace le nombre de Reynolds mu V0 2R sur eta, donc pour la sphère, je remplace le CX dans l'expression de la force de traînée, l'expression générale.
Voilà, je simplifie et j'obtiens, c'est pas à prendre par cœur, hein, 6 pi eta grand R V0. Ça veut dire que la force de traînée, dont l'expression générale est en V0 carré, mais avec un Cx qui n'est pas forcément une constante, un Cx qui va dépendre du nombre de Reynolds, donc de V0, hein, j'obtiens ici une force de traînée qui est égale à une constante fois V0. Donc on dit que c'est l'expression de ce qu'on appelle le frottement fluide, le frottement visqueux, que vous avez vu en première année d'ailleurs. Donc lorsque la force de résistance exercée par un fluide externe sur un obstacle est en V0, donc est linéaire en V0, on dit que c'est une force de frottement fluide, une force de frottement visqueux, et on dit aussi que c'est la force de Stokes linéaire. Et nous maintenant, on peut être plus précis, on sait que c'est lorsque le nombre de Reynolds est plus petit que 1, donc lorsque l'écoulement externe est laminaire. Donc lorsqu'on a une couche limite qui est bien collée à l'obstacle, des lignes de courant bien régulières, pas de sillage, évidemment pas de turbulence, mais pas de sillage derrière l'obstacle. Alors la deuxième zone, qu'on appelle zone de transition, c'est lorsque le nombre de Reynolds est compris entre 1 et 1000. Alors là, en effet, on voit que la courbe n'a pas une forme simple à interpréter. Donc là, clairement, le Cx, il dépend évidemment du nombre de Reynolds, comme dans le cas laminaire, donc c'est pas une constante. Mais je ne peux pas lui donner une expression simple, il n'y a pas de loi simple. Donc pour la force de traînée, c'est pareil, il n'y a pas de loi simple. Alors j'ai pas dit que la force de traînée, elle n'existait pas, évidemment qu'il y a une force de traînée. Mais je ne peux pas l'exprimer facilement en fonction de V0. Autrement dit, le Cx ici, il dépend de V0, il dépend du nombre de Reynolds, mais j'ai pas une loi simple, donc j'ai pas de loi simple qui ressort. Donc, tant mieux pour vous, donc il faut savoir ce que c'est, mais il n'y a rien de plus à apprendre. Alors on est sur l'écoulement de transition, ça veut dire qu'il y a un sillage tourbillonnaire qui apparaît derrière l'obstacle, donc derrière la sphère. Alors on peut, si vous voulez, revoir ces photos, hein, si je les ai toujours sur cette... non. Ah oui, c'était au-dessus. Voilà, donc ça c'était l'écoulement laminaire, pas de sillage, et ça c'est l'écoulement de transition avec le sillage tourbillonnaire. Donc on dit que la couche limite, en fait, elle commence à se décoller, puisque le sillage, ça veut dire que les lignes de courant décollent de l'obstacle, et puis ça donne effectivement ce sillage. Donc un sillage, c'est lorsque la couche limite commence à se décoller, et là, il n'est pas encore turbulent, le sillage, il est tourbillonnaire. Alors je mets la photo qui va nous intéresser pour la suite. Sur la courbe, ensuite, troisième zone, une zone horizontale, mais expérimentalement vraiment quasi horizontale, et comme par hasard, ça correspond au Cx égale 0,45. Ça veut dire que l'expérience que vous avez vue sur le film de tout à l'heure a été réalisée pour que l'écoulement externe d'air autour des obstacles, hein, que ce soit la sphère, le cylindre ou la goutte, et bien que ce soit turbulent. On est donc entre un nombre de Reynolds plus grand que 1000. Bon, ça c'est ce qu'on avait dit, mais là on va être plus précis. Plus grand que 1000, c'est vrai, donc turbulent, mais plus petit que 200 000. Alors pourquoi? Parce qu'on voit que ce Cx constant, il va être valable jusqu'à 200 000 pour le nombre de Reynolds à peu près. Donc nous, on va s'arrêter à 200 000. Vous n'avez pas à prendre par cœur le 200 000, évidemment, parce que ça dépend de pas mal de paramètres. Mais il faut savoir que le Cx constant égale 0,45 pour une sphère lisse, ça va être valable pour un nombre de Reynolds plus grand que 1000, donc écoulement turbulent, mais jusqu'à un nombre de Reynolds dit critique, REC, et il vaut 200 000 pour la sphère lisse. Il ne vaudra pas 200 000 pour un autre obstacle. Alors, puisque le Cx est constant, dans l'expression de la force de traînée, devant le V0 carré, tout est constant. Donc, on dit que là, la force de traînée, elle a une expression simple, en V0 carré, vraiment en V0 carré, donc elle est quadratique en V0. On appelle ça la formule de Stokes quadratique. Donc, ce n'est pas une loi linéaire. Alors, évidemment, dans le cas de l'écoulement turbulent, vous vous rappelez, vous avez un sillage turbulent derrière la sphère, il n'est plus tourbillonnaire, même si on voit encore des petits tourbillons, mais globalement c'est chaotique. Donc là, on a un gros décollement de la couche limite. On a un gros décollement de la couche limite. Globalement, on a le Cx qui va rester constant. Bien. Et après le nombre de Reynolds critique de 200 000, voilà, REC, hein, on constate en effet qu'il y a ce qu'on appelle une chute de la traînée. On dit aussi une crise de traînée. Voilà, crise de traînée. Il y a le Cx qui se met à chuter quand le nombre de Reynolds continue à augmenter, avec une chute assez brutale. Et là, on voit que c'est entre 200 000, le nombre de Reynolds critique, donc 200 000 c'est pour la sphère lisse, et jusqu'à à peu près 1 million pour un nombre de Reynolds égal à 10 puissance 6. Et après, vous avez vu, le Cx, il va redevenir constant. On appelle ça la crise de traînée. Alors, quoi dire à votre niveau? Là, je jongle un petit peu avec le programme officiel. Il y a le Cx qui chute, donc la force de traînée qui chute, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une crise de traînée, donc une baisse de la force de traînée. Donc c'est comme si d'un seul coup, vous aviez beaucoup moins de résistance du fluide externe au déplacement de l'obstacle.
Alors évidemment pas d'expression simple pour le CX, pour la force de traînée, mais par contre ce qui est assez impressionnant, je vais vous le montrer sur des petites photos, c'est que le sillage turbulent il va diminuer. Et on dit que la couche limite elle va recoller en fait. Donc on va diminuer la taille du sillage turbulent. Et l'explication c'est que la couche limite elle est en train de devenir turbulente. Alors en effet, je vous rappelle que le nombre de Reynolds local dans la couche limite, c'est la racine du nombre de Reynolds global. Donc lorsque le nombre de Reynolds global vaudra 10 puissance 6, sa racine ce sera 10 puissance 3. Et oui, donc le nombre de Reynolds local va devenir égal à 1000 et ensuite va dépasser 1000. Donc la couche limite est en train de devenir turbulente. Donc elle va passer d'une couche limite qui était de transition à une couche limite turbulente. Ça veut dire que vous allez avoir des turbulences localement au sein même de la couche limite. J'en dirai pas plus, hein, là je déborde largement votre programme. Alors en effet, pour l'expliquer, alors un petit schéma, donc là vous avez la sphère avec son gros sillage turbulent. Et lorsque la couche limite devient turbulente, donc lorsqu'on est dans la crise de traînée, on constate que le sillage turbulent, il va diminuer. Voilà. Alors ça, c'est sur un petit schéma. Tu vas avoir des photos. Donc là, ça doit être une balle de ping-pong, je crois. Donc là, vous êtes en écoulement turbulent. Et là, vous avez l'écoulement turbulent, mais en crise de traînée. Et comme vous pouvez le voir, le sillage, il diminue fortement. Donc la couche limite devient turbulente. On dit que la couche limite, elle recolle à l'obstacle. Je me demande si j'ai pas une autre photo. Il semblait que j'en avais deux. Non, j'avais que celle-là. Ok, bon, je pense que c'est assez clair. On n'en dira pas plus. Et enfin, j'ai une dernière zone. Après un nombre de Reynolds de 10 puissance 6, tiens, comme par hasard, lorsque le nombre de Reynolds local dépasse 1000, donc lorsque la couche limite devient turbulente, devient la couche limite localement, eh bien on constate que la traînée redevient constante. Alors pour la sphère lisse, c'est pas à prendre par cœur, ça vaut 0,14. Vous voyez, c'est 3 fois plus petit que 0,45. Donc on a fortement diminué le CX, donc fortement diminué la traînée. C'est pour ça qu'on appelle cette dernière zone, qui, je vous le cache pas, est très intéressante dans la pratique pour les obstacles que l'on veut forcer à se déplacer dans les fluides. Voilà, donc c'est toujours turbulent globalement, hein, c'est toujours un écoulement externe globalement turbulent. On a un CX' constant, 0,14 pour la sphère lisse. La couche limite est turbulente, ça y est, elle n'est pas en train de le devenir dans la crise de traînée, elle est turbulente. Le sillage turbulent, il est réduit, il y a un recollement de la couche limite, on l'a vu sur le petit croquis et sur la photo, et la force de traînée redevient quadratique en V0, avec un CX plus petit. Voilà pourquoi on dit que c'est une traînée réduite. La force de traînée, elle est plus petite, elle est 3 fois plus petite. Alors à retenir, c'est que la courbe qui donne le CX en fonction du nombre de Reynolds dépend de la forme de l'objet, donc de son profil, de son aérodynamisme, et notamment la crise de traînée, on ne va pas l'avoir au même endroit pour tous les obstacles. Alors ça c'est pareil, j'ai essayé de vous trouver un petit schéma intéressant. Voilà, donc là vous avez donc le cylindre droit, la sphère, et bon là c'est pas tout à fait la goutte, mais une espèce d'œuf si vous voulez. Et on vous a donné le CX en fonction du nombre de Reynolds. Alors on constate que on retrouve effectivement la crise de traînée à partir de 200 000 environ pour la sphère, crise de traînée, puis traînée réduite, donc ça c'est celle qu'on a vue pour la sphère, celle qui est à votre programme si vous voulez. Pour le cylindre droit, on constate qu'il n'y a pas de crise de traînée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura atteint un écoulement global turbulent, eh bien le CX il restera constant pour le cylindre et il n'y aura pas de crise de traînée. Par contre, pour la forme ovoïde, on a une courbe qui est à peu près similaire à celle de la sphère, mais on constate que la crise de traînée, elle va arriver plus tôt. Elle va arriver, vous voyez, entre 10 000 et 100 000. Donc elle va arriver pour un nombre de Reynolds critique qui est plus petit. Donc attention, méfiez-vous, hein, le 200 000 pour la sphère, le nombre de Reynolds critique de 200 000 pour la sphère, il n'est pas à prendre par cœur, et il est spécifique à la sphère lisse même en plus. Hein. On va voir que l'état de surface y joue aussi. Donc pour l'ovoïde, on a aussi une crise de traînée, mais elle arrive plus tôt. Et on aura évidemment un CX qui est plus petit, donc c'est mieux profilé, hein, donc il y aura une traînée plus petite, et une traînée réduite encore plus petite. Et attention, c'est pas fini, puisque la courbe, elle dépend aussi de l'état de la surface de l'obstacle, notamment si la surface est alvéolaire ou granuleuse. À ce moment-là, la crise de traînée, on va l'obtenir pour un nombre de Reynolds plus petit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'obtenir pour des vitesses plus faibles. Alors c'est le cas historique de la balle de golf, de la balle de tennis, de la balle de baseball, et de la peau de requin et des peintures granuleuses qu'on va mettre sur certaines voitures et maintenant sur certaines ailes d'avion. Alors ça c'est pareil, sur un petit schéma, on n'ira pas plus loin, hein, on déborde un peu votre programme, mais je trouve que c'est intéressant.
Là, vous avez le CX en fonction du nombre de Reynolds. Vous retrouvez donc le cas de la sphère lisse qui est à votre programme avec 200 000 pour le nombre de Reynolds critique, la crise de traînée. Eh bien, pour une balle de golf, qui est aussi pourtant une sphère, mais de surface alvéolaire avec des petits trous, hein, eh bien, on a une crise de traînée qui va arriver beaucoup plus tôt, puisque vous voyez, elle va arriver à peu près aux alentours d'un nombre de Reynolds de 30 000. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force résistante de l'air sur la balle de golf, elle va chuter beaucoup plus vite avec des vitesses plus faibles, donc des nombres de Reynolds plus faibles que pour une sphère lisse normale. Alors voilà pourquoi la balle de golf, bah, on va pouvoir l'envoyer beaucoup plus loin que si elle était toute lisse. Alors ça, historiquement, c'est peut-être une légende urbaine, mais en tout cas historiquement, on explique au 19e siècle, ils se sont aperçus qu'avec une balle de golf toute lisse, avec une balle de golf un peu alvéolaire dans laquelle ils avaient creusé quelques petites aspérités, bah, en frappant avec la même force, donc avec la même force motrice de frappe sur la balle de golf alvéolaire allait beaucoup plus loin. L'explication elle est simple, c'est que la force de traînée, comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus faible. Pour la sphère lisse, on est là, et pour la balle de golf, on est là avec un nombre de Reynolds autour de 30 000, 40 000, donc avec une force de frappe classique. Alors là, je vous ai mis les records de vitesse donc pour les sphères connues, balle de golf, de tennis, baseball, football, tennis de table, les dimensions, les nombres de Reynolds. Voilà, donc vous voyez, la balle de golf, on n'est pas obligé d'atteindre les 200 000, enfin, pardon, les 1 million pour avoir la traînée réduite. Il faut 1 million pour une sphère lisse. Là, on voit qu'à 160 000, bah, vous êtes déjà en traînée réduite et vous avez le record de vitesse. Voilà. C'est-à-dire que lorsque la force de traînée est la plus petite et que le joueur de golf est le plus fort, évidemment. Alors, petite anecdote concernant la peau de requin, pour ceux qui sont nageurs. Euh, Moi, dans les années 1990, il y avait un nageur français qui s'appelait Alain Bernard qui battait tous les records du monde de natation. Il était gendarme d'ailleurs, si je me souviens bien. Et il avait effectivement une combinaison en texture peau de requin. Alors déjà une combinaison très très serrée pour vraiment très fortement comprimer les muscles, donc pour moins souffrir pendant les efforts physiques. Et deuxièmement avec une combinaison en texture peau de requin. Donc avec une crise de traînée atteinte dans l'eau liquide relativement vite, avec les vitesses classiques d'un nageur, et donc une traînée réduite. Et là, tous les records étaient tombés. Donc même un nageur, entre guillemets, de bon niveau, mais pas exceptionnel, il battait le record du monde. Donc tout le monde avait les combinaisons, les hommes, les femmes, tous les records tombaient les uns après les autres. Et au bout de quelques années, ils ont décidé de ne pas homologuer ces records et d'interdire ce type de combinaison, puisqu'après on rentrait évidemment dans la technologie, trop dans la haute technologie. Donc maintenant, ces combinaisons sont interdites en compétition. Ils ont remis les slips, quoi. Alors, généralisation. Donc, pour un obstacle, évidemment, qui n'est pas une sphère, lisse, la force de traînée, on pourra écrire que c'est une constante fois V0 lorsque l'écoulement externe est laminaire autour de cet obstacle quelconque, donc nombre de Reynolds plus petit que 1. La force de traînée, c'est un demi de mu SCX V0 carré avec CX constant lorsqu'on est en écoulement turbulent. Ça marche aussi pour la traînée réduite, donc lorsque le CX est constant. Nombre de Reynolds compris entre 1000 et le nombre de Reynolds critique. Nombre de Reynolds critique qui va dépendre de l'obstacle. Donc pour la sphère lisse, c'est 200 000, mais ça dépend de l'obstacle. Et quand on est donc en traînée réduite, quand elle existe, parce qu'elle n'existe pas pour tous les obstacles, on a vu qu'elle n'existe pas pour le cylindre, mais qu'elle existe pour la sphère ou pour une forme ovoïde, par exemple, eh bien on aura aussi la même formule, mais pas avec le même CX, avec un CX plus petit. En dehors de ces deux cas, eh ben, il n'y a pas de formule simple, il n'y a pas d'expression simple, donc il vous faut la courbe expérimentale du log de CX en fonction de log de RE. Et donc cette courbe, elle a été faite, elle a été élaborée expérimentalement pour tous les obstacles, et après, bah, c'est à vous de l'exploiter pour en déduire la force de traînée dont vous avez besoin pour faire des prévisions ou simplement pour la connaître. Ou alors on la mesure comme on l'a vu sur la vidéo. Alors avant de terminer avec le cas de l'aile d'avion, je vérifie sur les petits schémas tout ce que j'avais donné. Oui, pour ceux que ça intéresse, j'avais ajouté aussi voilà, quelques CX pour quelques obstacles voilà, de formes diverses. Mais encore une fois, pour un nombre de Reynolds, vous avez compris, le CX n'est pas une constante, sauf dans la situation écoulement turbulent euh, avant la crise de traînée, ou alors en traînée réduite quand la traînée réduite existe. Donc il faut toujours se méfier quand on vous donne le CX d'un obstacle, puisque ben, on vient de voir que le CX n'est pas une constante tout le temps. Donc il faut se méfier. Donc là vous dites bah, c'est certainement le CX qui est fourni soit en traînée réduite quand elle existe, soit en traînée constante lorsqu'on a un nombre de Reynolds plus grand que 1000 et inférieur au nombre de Reynolds critique qui lui dépend du type d'obstacle, qui vaut 200 000 uniquement pour la sphère lisse. Alors on va passer donc
cas d'une aile d'avion. Alors l'intérêt de l'aile d'avion, évidemment, c'est que c'est un obstacle qui ne va pas être symétrique. Donc il va y avoir de la portance, heureusement. Alors la problématique, c'est un peu la même. On s'intéresse à un avion en translation rectiligne uniforme, dans de l'air, évidemment, et de l'air qui est au repos, loin de l'avion. Donc c'est-à-dire qu'à votre programme, normalement, il n'y a pas de vent. Alors en TD, on verra un cas où il y a du vent, hein, pas pour un avion, je crois que c'est pour un bateau. Et on est dans le référentiel terrestre galiléen, et il y a la pesanteur uniforme, bien sûr, même quand l'avion sera à haute altitude, même quand il sera à 5 mm, on considérera que la pesanteur reste uniforme. Bien, alors vous avez tout un tas de croquis avec du vocabulaire, hein. Vous avez tout un tas de croquis avec du vocabulaire. Donc là, vous avez le profil de l'aile d'avion, donc une coupe. Là, vous avez l'aile d'avion en perspective. Pour vraiment les non-initiés, c'est peut-être pas mal de voir voilà, ce que c'est vraiment qu'une aile d'avion. Alors, et qu'en plus, bien sûr, sauf pour les planeurs, éventuellement des turboréacteurs. Et on va revoir ensemble un petit peu le vocabulaire. Alors, qui normalement n'est pas exigible, mais bon, surtout vous, élèves lycée militaire, dont certains se destinent à l'école de l'air, c'est quand même important d'avoir une bonne base de vocabulaire, même si normalement il sera rappelé dans l'énoncé quand vous tombez dessus. Je crois que c'est tombé au concours, je crois que c'est Centrale 2020, si je dis pas de bêtises, en PSI. Hein, donc ça tombe, hein, ça tombe. Bien, alors, dans le référentiel lié à l'aile d'avion, qui est un référentiel galiléen, puisque, attention, on va étudier uniquement la situation de l'avion en translation rectiligne uniforme. Donc, on ne va pas s'intéresser à l'avion qui fait des loopings, l'avion qui prend des virages, etc. Donc, voilà, désolé, ça c'est pour plus tard. Ça va être déjà assez complexe comme ça, vous allez voir. Donc, dans le référentiel lié à l'aile d'avion, qui est galiléen, puisque l'aile d'avion est en translation rectiligne uniforme par rapport à la Terre, eh bien, l'aile d'avion est fixe. Alors, donc, loin de l'aile d'avion, on a un écoulement d'air uniforme avec la vitesse V0. On a évidemment le bord d'attaque, donc c'est ce qui va prendre le fluide au départ, le bord de fuite derrière. On appelle extrados la surface au-dessus et intrados la surface en dessous. On appelle C le centre de poussée. Ce segment, on l'appelle la corde. Et cette corde va jouer un rôle important puisque c'est cette corde qui va nous définir I, l'incidence de l'aile. Car l'incidence de l'aile, c'est un angle entre la corde et le vent relatif. Le vent relatif, c'est toujours la vitesse du fluide par rapport à l'obstacle, donc pour l'aviation, la vitesse de l'air par rapport à l'aile d'avion. Donc ici, V0, s'il n'y a pas de vent. Car normalement, à votre programme, il n'y a pas de vent. Voilà, tout ça c'est résumé. Donc attention, le vent relatif, c'est pas égal à V0 s'il y a du vent. Bien. La force de traînée, elle est toujours dans la direction et le sens du vent relatif, donc de V0 ici. La portance, elle est perpendiculaire, pas forcément vers le haut. Donc là, j'ai dessiné vers le haut, ça veut dire que l'avion est en train de monter, en tout cas il essaie de monter, et on appelle résultante aérodynamique, RA, la somme des deux. La résultante aérodynamique, c'est vraiment la résultante de toutes les actions de contact exercées par le fluide externe sur l'aile d'avion. Pression et viscosité, et on globalise. Et enfin, on appelle alpha l'angle que fait la résultante aérodynamique avec FT. Voilà pour le vocabulaire précis. La portance de l'aile, elle peut, bien sûr, elle, être vers le haut, en montée, ou vers le bas si l'avion est en descente. C'est le centre de poussée, c'est le point d'application, effectivement, de la résultante aérodynamique. Ensuite, on aura besoin d'une surface de référence, qu'on appelle la surface alaire. Donc c'est la corde grand L fois l'envergure. Alors je crois que sur un schéma, c'est plus clair. Donc là, vous avez la corde. Donc la corde, c'est le segment entre le bord d'attaque et le bord de fuite. Alors en général, tout ça, ça vous est fourni, c'est pas à vous de l'évaluer. Et l'envergure, c'est l'envergure évidemment de l'aile. Donc l'envergure ici, ce serait cette longueur-là pour le Airbus A380. Et la corde, donc, c'est bien cette distance-là. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas d'ambiguïté, que tout le monde va s'y retrouver au niveau du vocabulaire. Alors, le nombre de Reynolds pour caractériser un écoulement externe autour d'un obstacle, il n'a pas changé, c'est toujours mu sur eta V0 fois grand L, avec V0 la vitesse de l'obstacle en translation rectiligne uniforme dans le fluide au repos loin de l'obstacle. Donc la vitesse du fluide si on est dans le référentiel lié à l'obstacle, et L, une longueur caractéristique. Alors c'était 2R, le diamètre pour une sphère, et ici c'est la longueur de la corde. Donc ça vous devez l'apprendre. Donc ici c'est la longueur de la corde, la longueur caractéristique de l'aile d'avion. Ensuite pour les expressions, rien n'a changé. La force de traînée c'est toujours la même expression, et elle est toujours positive, puisque le CX est toujours positif. La force de traînée, elle est toujours dans la direction et le sens du vent relatif, elle ne changera jamais de sens.
Par contre, attention, la force de portance, Fp, c'est la même expression, sauf qu'on remplace Cz, le Cx pardon, par un Cz, le Cz qu'on appelle le coefficient de portance, qui lui aussi est sans dimension. Mais lui, attention, il va être algébrique. Donc il va être positif quand le Fp est vers le haut, quand la force de portance est vers le haut, il va être négatif quand elle est vers le bas. Et parfois, il peut être nul aussi, le Cz. Alors que le Cx, il est jamais nul, il est toujours strictement positif, il y a toujours une traînée. Bien, alors pour une aile d'avion, évidemment, qui n'est pas un objet symétrique, il y a bien une portance, alors qu'il n'y avait pas de portance pour la sphère. Eh bien, on se rend compte que pour une aile d'avion, c'est même encore un petit peu plus compliqué que ça. Car le Cx et le Cz dépendent du nombre de Reynolds, évidemment. C'était le cas aussi pour la sphère dans le cas général. Mais ça dépend aussi de I. Ça dépend fortement de l'incidence de l'aile, donc de l'angle que fait la corde avec le vent relatif, donc avec la traînée si vous voulez. Et en effet, on n'a pas du tout la même chose. Encore une fois, la force de traînée et la force de portance, c'est à la fois de la pression et de la viscosité. C'est à la fois de la pression et de la viscosité. Ne dites pas que la traînée c'est la viscosité et que la portance c'est la pression. C'est faux. C'est à la fois de la pression et de la viscosité. Ce sont simplement deux composantes de la résultante aérodynamique, donc de la résultante de toutes les actions de contact, pression et viscosité sur l'aile d'avion. Pour en finir avec le vocabulaire, on appelle donc tangente alpha, avec alpha l'angle qui est ici. Donc tangente alpha, c'est Fp sur Ft, donc si on remplace Cz sur Cx, donc tangente alpha c'est Cz sur Cx, et c'est vrai que ça s'appelle la finesse de l'aile. Et la courbe qui donne le Cz en fonction du Cx, donc pour une incidence fixée, un nombre de Reynolds fixé, la courbe qui donne le Cz en fonction du Cx, on l'appelle la polaire de l'aile. Alors, avant bien sûr d'analyser ces courbes expérimentales, on va les regarder un petit peu. Donc c'est pareil, oui j'avais mis ce petit dessin là pour que vous n'ayez pas d'ambiguïté. Donc la corde, vous voyez, elle est là. Alors la corde en pointillé, oui c'est une droite, mais la longueur de la corde, grand L, c'est cette petite longueur là. Là vous avez le profil de l'aile. Alors T, pour votre information, c'est la force motrice exercée par le moteur. Donc si c'est un petit avion, donc la force motrice exercée par le moteur. Et bêta, c'est ce qu'on appelle l'angle de calage, pour ceux qui connaissent. Tout ça, c'est pas exigible. Donc là, il y avait un petit dessin. Voilà, où on voit que globalement, les lignes de courant elles vont se resserrer au-dessus et s'écarter en dessous, ce qui va provoquer la portance, mais ça on y reviendra. Ces photos-là, on s'en occupera un petit peu plus tard. Moi, ce que je voulais voir là, ce sont ces courbes. Bien, donc, tout à l'heure, on avait la courbe qui donne le Cx en fonction du nombre de Reynolds en échelle logarithmique pour une sphère. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est l'incidence de l'aile, donc I, l'angle entre la corde et le vent relatif. Donc en fait, on va devoir tracer, donc bien sûr, les ingénieurs, les concepteurs d'ailes d'avion, ils vont devoir vous fournir ce qu'on appelle le profil de l'aile. Donc là, c'est le profil NACA 4412, donc c'est pour des petits avions. Donc pour chaque aile d'avion brevetée, vous allez avoir un profil, et ce profil, il a été déterminé en soufflerie de manière précise. Donc expérimentalement, on vous donne le CZ en fonction de I pour différents nombres de Reynolds. Donc c'est un peu comme avec le diagramme de Moody où il y avait plusieurs courbes. Sauf que là, c'est pour différents nombres de Reynolds. Alors, en réalité, il y en a beaucoup plus des courbes. Le nombre de Reynolds, le plus petit, souvent, on prend 20 000. C'est vraiment lorsque l'avion va vraiment très lentement, et souvent, c'est à l'atterrissage. Et 3 10 puissance 6, c'est le nombre de Reynolds souvent maximal, lorsque l'avion est à pleine puissance, si vous voulez. Et c'est vrai qu'entre les deux, il y a plein de courbes qui sont fournies. Là, on a simplifié à votre niveau. Donc on va vous donner le CZ en fonction de I pour différents nombres de Reynolds, donc pour différentes vitesses V0 de l'avion, puisque la masse volumique mu va pas changer, la corde va pas changer, la viscosité dynamique de l'air va pas changer. Donc en fait, globalement, le nombre de Reynolds il va changer si on change la vitesse de l'avion. Et le CZ, il dépend du nombre de Reynolds, évidemment, mais aussi de l'incidence de l'aile. Et l'incidence de l'aile, on ne les prend pas très fortes, on va expliquer pourquoi tout à l'heure, entre moins 5 degrés et voilà, en pratique, il ne pourra pas dépasser les 14 degrés, on expliquera tout à l'heure. Vous avez aussi bien sûr la même chose pour le CX, en fonction de I, pour différents nombres de Reynolds, et le CZ en fonction du CX, en fonction du nombre de Reynolds, c'est-à-dire que là, on a fait disparaître I, donc pour une valeur de I, j'ai le CZ, le CX, et j'ai repéré le CZ et le CX. Pour les différents nombres de Reynolds, c'est ce qu'on appelle la polaire de l'aile. Alors comment on fait pour obtenir expérimentalement ces courbes? Alors je vais vous montrer là aussi une petite vidéo pour que vous compreniez bien la technique, même si bien sûr c'est fait de manière beaucoup plus élaborée par des ingénieurs. On est sur un dispositif scolaire, mais qui vous permet de bien comprendre. On retrouve la soufflerie de tout à l'heure. Là, on va s'intéresser uniquement au profil de l'aile d'avion, que
vous avez ici, et là en réalité vous avez deux dynamomètres. Voilà, vous en avez un pour mesurer la traînée, comme tout à l'heure, hein, avec ce qu'ils appellent le FX, et vous en avez un ici pour mesurer la portance. C'est-à-dire que si le profil il monte, ou s'il descend, vous avez là aussi un dynamomètre qui va pouvoir mesurer FP en newton. Donc là on envoie de l'air, et regardez ce qui arrive donc au profil d'aile d'avion quand vous envoyez de l'air. Donc il monte, il recule sous l'effet de la traînée, de la portance, donc de la résultante aérodynamique, qui se stabilise. Et là, on va mesurer en newton Fx, Fz, je crois, enfin en tout cas la traînée, la portance. Voilà, Fy c'est la portance, Fx c'est la traînée, une fois qu'on a stabilisé. Donc là, il y a des ressorts. Vous pouvez vous la repasser cette vidéo autant que vous voulez, hein. Donc là, clairement, on va donc avoir des ressorts. Et quand on aura un état d'équilibre, il y a un ressort dont la force sera équivalente à la traînée, et un ressort dont la force sera équivalente à la portance. À quelques pourcents près, à cause des éventuels frottements, on aura quelque chose d'assez précis. Donc, pour obtenir ces courbes expérimentales, on connaît la masse volumique, la viscosité dynamique, on connaît la surface de référence, la longueur de la corde, la surface de référence c'est la longueur de la corde fois l'envergure. On mesure expérimentalement, et bien sûr, le V0, avec un anémomètre ou un débitmètre. On mesure l'incidence de l'aile, donc ça c'est facile, il suffit d'avoir l'angle que fait la corde avec le relatif. Et on mesure la traînée et la portance, donc en newton, comme vous l'avez vu avec les dynamomètres, et de manière plus élaborée bien sûr, plus précise par des ingénieurs. On en déduit donc le CX et le CZ pour le I qu'on a choisi et pour le V0 qu'on a choisi. On en déduit aussi le nombre de Reynolds, ça on peut le calculer. Donc on a bien le nombre de Reynolds, le CX, le CZ pour chaque I. Ensuite, on change la vitesse V0, on change le I, et on peut obtenir les différents CX, CZ pour différents nombres de Reynolds et différentes incidences. Et voilà comment on obtient donc concrètement ces courbes. Bien, alors, pour analyser ces courbes, c'est pas très compliqué ce qu'on va vous demander, hein. Les courbes, on va vous les fournir évidemment. Pour le CZ, on constate qu'il y a une zone évidemment où le CZ il est négatif. Donc lorsque l'incidence est négative, vous voyez dans cette zone le CZ est négatif, donc la portance sera vers le bas, donc on pourra bien sûr faire redescendre l'avion, heureusement. Sinon le CZ il est positif. Et on constate que quel que soit le nombre de Reynolds, donc quelle que soit la vitesse V0, en gros le CZ il augmente linéairement. Voilà, le CZ il augmente linéairement. Je ne vous cache pas que c'est dans cette zone-là qu'on utilise l'avion au décollage. Là c'est plutôt pour l'atterrissage. Donc pour un décollage, donc une vitesse importante, on voit que ça augmente linéairement. Bien. Et à partir d'une certaine incidence, ça vaut à peu près 14 degrés pour ce profil NACA 40K12 d'aile d'avion, eh bien on constate que le CZ après va se mettre à chuter. Que fait le CX en même temps? Bon, alors lui, le CX, il est toujours strictement positif, même quand I est négatif, hein, ça je vous l'avais dit, la traînée, elle changera jamais de sens, et elle sera jamais nulle. Et bien là, c'est pareil, bon, mis à part la zone ici, on voit que le CX, il augmente fortement linéairement. Notamment, lorsque le CZ va se mettre à chuter, si l'incidence devient trop grande, le CX, il va continuer à augmenter. Voilà, les polaires, on verra après. On écrira donc que le CZ est une fonction, bien sûr, de I à nombre de Reynolds fixé, donc la vitesse V0 fixée. Il y a une zone où le CZ est négatif quand I est négatif, ça on l'avait compris, et que le CZ il augmente linéairement avec I jusqu'à I indice D, D pour décrochage, pour ceux qui connaissent, égale à 14 degrés. Bien. Alors, regardons un petit peu les photos en parallèle pour comprendre ce qui se passe. Donc là, vous avez le profil d'aile d'avion. Lorsque l'incidence I est proche de 0, on voit que la corde est quasiment horizontale par rapport à V0, hein, les coulements d'air autour. Voilà, on voit qu'il y a un tout petit sillage sur l'extrados, un petit peu sur l'intrados, il y a un tout petit sillage, c'est symétrique. Voilà. Lorsque on augmente l'incidence, on constate qu'il n'y a plus de sillage sur l'intrados, mais sur l'extrados, il y a un sillage qui commence à apparaître. Quand on augmente encore l'incidence, on voit que le sillage turbulent, on voit clairement que c'est une turbulence, il devient assez important. Et lorsque l'incidence est très grande, notamment lorsqu'elle atteint ID, l'incidence D de décrochage, on a tout l'extrados avec une grosse turbulence sur l'extrados de l'aile. C'est résumé ici sur le petit croquis. Et on dit effectivement que là, l'aile est en décrochage. Alors en décrochage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'incidence dépasse ID, 14 degrés, donc c'est pas très très grand, le CZ il se met à chuter fortement. La portance aussi, donc, ça veut dire qu'il y a un décrochage de l'aile, ça veut dire que vous n'avez plus de portance, donc l'avion devient un caillou, et va se retrouver en chute libre comme un caillou,
car vous allez avoir la portance qui va se mettre à chuter. La portance qui était censée contrer le poids pour pouvoir faire monter l'avion dans l'air, eh bien elle se met à chuter. Donc sous l'effet de son poids, l'avion il devient un caillou et se remet à chuter. On dit que l'extradose devient une zone morte pour la portance, puisque sur tout l'extradose, vous avez un gros sillage turbulent. On dit qu'il y a un gros décollement de la couche limite, évidemment, sur l'extradose. Et ça provoque effectivement une chute du CZ et une chute de la portance. Surtout qu'en même temps, le CX il continue d'augmenter. Donc vous avez la portance qui chute et la force de traînée, donc la résistance au déplacement, qui augmente. Donc effectivement, l'avion il ne peut pas s'en sortir. On dit qu'il y a un décrochage de l'aile. Et un décrochage de l'aile, évidemment, c'est une cause de nombreux accidents aéronautiques, puisque le décrochage de l'aile est une situation extrêmement dangereuse proche du sol, donc notamment au décollage et à l'atterrissage. Pourquoi? Parce que quand vous avez le décrochage, c'est que le poids l'emporte, donc vous êtes en train de retomber au sol comme un caillou, et pour retrouver de la portance, il va falloir diminuer évidemment l'incidence, mais surtout retrouver de la vitesse. Car pour avoir une portance importante, il faut un nombre de Reynolds important, une vitesse importante. Et pour retrouver de la vitesse, il faut piquer. Mais pour piquer, il faut un dénivelé. Parce que si vous êtes à 50 mètres du sol, vous n'allez pas piquer pour retrouver de la vitesse, c'est trop tard. Donc là, souvent, ça provoque des accidents importants. Donc le risque, évidemment, c'est au décollage et à l'atterrissage. Voilà, on ne vous en demandera pas plus sur la description, sur l'analyse de ces courbes. Alors, enfin, pour la polaire, enfin pour les polaires, parce qu'il y a plusieurs polaires, évidemment, c'est la courbe qui donne le CZ en fonction du CX. Alors vous avez vu, c'est 1000 CX en abscisse, mais tout ça vous sera précisé. On va juste décrire là un petit peu, parce que c'est un peu limite programme aussi, donc le CZ en fonction du CX, donc c'est toujours une courbe qui ressemble un peu à ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut repérer? Là où le CZ est négatif, on est en portance négative, donc on fait exprès de faire descendre l'avion. Pour le reste, on est en portance positive. Il y a une zone où la portance est nulle, donc on peut très bien avoir une portance nulle, donc un CZ nul, aucune portance. Voilà. La portance maximale, c'est lorsque le CZ est maximal. Et la zone où le CZ chute et que le CX continue d'augmenter, c'est le décrochage. C'est la zone de décrochage de l'aile qu'il faut absolument éviter, notamment au décollage et à l'atterrissage. Alors je vous cache pas qu'en voltige, les pilotes de voltige, ils font exprès de faire décrocher les ailes pour réaliser toute leur figure. Mais là, on fait exprès, ils sont à haute altitude suffisamment, même s'il y a quand même des accidents. Et eux, ils font exprès de décrocher pour faire des vrilles, des loopings, etc. Alors, ce qui va être très très intéressant, et je vais vous expliquer ça en fin de cours, c'est le alpha max. Alors bien sûr, vous avez reconnu tangente alpha, c'est CZ sur CX, c'est la finesse, et il existe un angle alpha maximal, voilà, qui ne correspond pas à la portance maximale, et cet angle alpha maximal, c'est tangente alpha maximale, donc correspond à CZ finesse max sur CX finesse max. Donc attention, l'angle alpha maximal, la finesse max, c'est pas l'endroit où il y a la portance maximale. C'est l'endroit sur la courbe où vous allez avoir l'angle alpha le plus grand possible. Donc il suffit de tracer en partant de l'origine la tangente à la courbe en fait, et c'est là que vous avez l'angle maximal. Alors cette finesse max, donc cette tangente alpha maximum, ce CZ sur CX qui donne la valeur maximum, donc c'est un compromis entre un CZ grand et un CX petit, mais vous avez compris, ça se détermine que graphiquement sur la courbe expérimentale de la polaire. Il vaut à peu près 60 pour un planeur. Alors bien sûr, certains vont me dire oui, on peut dépasser 100 pour certains planeurs de compétition, c'est vrai. Et pour les avions de ligne, il est souvent réglé à 15. Alors, vous allez comprendre l'importance. Pour les avions de ligne, souvent c'est à peu près 15. Je vous cache pas que pour le Rafale, je crois que c'est moins de 10. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est moins de 10 pour les avions de chasse. Bon. Alors, c'est quoi le rôle de la finesse max? Alors, la finesse max, c'est important, bien sûr, quand on fait du planeur. Donc, il n'y a pas de force motrice, puisque vous n'avez pas de moteur. Un planeur quand il n'y a pas de vent, parce que quand il y a du vent, des courants ascendants, la force motrice, bien sûr, c'est le vent extérieur, comme pour un bateau. Mais là, on est dans la problématique où il n'y a pas de vent. Donc, s'il n'y a pas de vent, un planeur, pas de moteur, ou quand vous avez un avion en pas de moteur. Et oui, un avion en pas de moteur, c'est un planeur. Et bien sûr, là aussi, pas de vent. Pas de vent extérieur, donc pas de force motrice que pourrait exercer le vent comme sur un bateau ou sur une planche à voile. Eh bien, vous avez le planeur qui va être soumis donc à son poids et la résultante aérodynamique. Et le planeur va donc avoir une trajectoire rectiligne, puisqu'il est en translation rectiligne uniforme, c'est votre programme à la vitesse V0. Donc il est en train de descendre. Donc un planeur ou un avion en panne moteur, quand il n'y a pas de vent extérieur, il va forcément descendre. Il ne peut pas monter, c'est impossible. Il y a forcément son poids qui le fait descendre. Et donc on va s'arranger pour avoir une trajectoire rectiligne, inclinée d'un angle bêta par rapport au sol. Donc ça c'est le sol terrestre, l'altitude nulle.
et donc il est soumis uniquement à son poids et à la résultante aérodynamique. Et on suppose que le fluide est au repos, donc il n'y a pas de vent. Et ça, c'est la trajectoire du planeur. Bien, si on applique le principe fondamental de la dynamique au planeur dans un référentiel terrestre galiléen, il n'a pas d'accélération puisque sa vitesse est constante, et il est soumis uniquement à son poids et à la résultante aérodynamique. Donc, le poids et la résultante aérodynamique se compensent parfaitement. Donc, la résultante aérodynamique est parfaitement verticale, dirigée vers le haut, avec la même norme que le poids. Donc, si je dessine Ft, la force de traînée, qui est forcément dans la direction à l'essence du vent relatif, donc opposée à V0, V0 étant la vitesse constante du planeur dans le référentiel terrestre, et Fp, perpendiculaire vers le haut, quand même, pas vers le bas, ici vers le haut, vous allez retrouver l'angle alpha ici, entre la résultante aérodynamique et la force de traînée, et l'angle bêta ici, angle à côté perpendiculaire, vous allez bien retrouver l'angle bêta. Donc dans cette configuration où le planeur est en translation rectiligne uniforme et qu'il n'y a pas de vent, ou l'avion qui a une panne moteur et qu'il n'y a pas de vent, il n'y a que le poids et la résistance aérodynamique, vous avez toujours obligatoirement, à vitesse constante, alpha plus bêta égale pi sur 2. Tangente alpha, c'est la finesse, et bêta, c'est l'angle que fait la trajectoire avec le sol. Donc alpha plus bêta égale pi sur 2. Donc tangente bêta, c'est 1 sur tangente alpha, donc 1 sur f, avec f la finesse, et tangente bêta, c'est évidemment grand H sur grand D, dans le triangle rectangle qui est ici. Donc grand H, c'est l'altitude de départ, et grand D, c'est la distance que va pouvoir parcourir le planeur par rapport au sol. Donc ça vous donne la distance entre le point de départ et l'atterrissage. On obtient donc une formule qu'il ne faut pas apprendre par cœur, qu'il faut savoir redémontrer, grand D égale H fois F. Donc la distance grand D ici, c'est forcément l'altitude grand H au départ, fois la finesse. Et en effet, notamment pour un avion en panne moteur, donc en alerte, on a intérêt à prendre le grand D le plus grand possible. Donc, pour un H fixé, donc on imagine vous êtes à 1000 mètres d'altitude et panne moteur. Donc votre avion de ligne devient un planeur, il n'y a pas de vent, donc on est dans cette configuration-là. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir la distance grand D la plus grande possible pour vous donner le maximum de chances de trouver une piste d'atterrissage possible. Donc vous allez travailler avec F le plus grand possible, pour avoir le D le plus grand possible pour un H fixé. Donc D max égale H fois F max. Donc voilà pourquoi la finesse max, elle est très intéressante. Alors concrètement, si on représente l'axe des Z ici, quand vous êtes à une altitude grand H de 1 km, eh bien le pilote d'avion, il va devoir déterminer à quel endroit il va pouvoir se poser avec son avion qui est devenu un planeur. Alors, soit c'est un vrai planeur, soit il est devenu planeur en panne moteur. Donc il va tracer un cercle autour de son point de départ, et il va dire qu'il faut que je trouve une piste d'atterrissage dans ce disque de rayon grand D max. Alors pour un avion de ligne classique, si jamais il est en panne moteur à 1 km d'altitude et qu'il n'y a pas de vent, D max c'est 15 km puisque sa finesse max c'est à peu près 15. Donc ça veut dire qu'il a autour de cet axe 15 km pour trouver une piste d'atterrissage. Alors des fois il n'y en a pas, en tout cas il n'y a pas d'aérodrome, pas d'aéroport, donc il va essayer d'atterrir dans un champ. Il y a un cas célèbre à New York où il avait atterri sur un fleuve, donc il avait réussi à atterrir donc, sur un fleuve. En tout cas, ce sont des procédures qui sont bien connues par les pilotes. Alors pour terminer le cours, là aussi quelque chose qui n'est pas vraiment au programme, mais qui n'est pas inintéressant, en tout cas des fois il y a des questions dessus. On va parler un petit peu des volets. Voilà, j'avais refait un petit dessin avec le planeur ici. Donc les volets. Alors en effet, heureusement, pour faciliter le décollage et l'atterrissage, une aile d'avion, vous avez compris, une aile d'avion c'est soudé sur l'avion, donc l'aile d'avion on ne va pas l'incliner pendant le vol, etc. Donc cette aile d'avion elle est soudée, mais on va quand même ajouter donc ce qu'on appelle des volets de bord d'attaque et des volets de bord de fuite. Les flaps, volets de bord de fuite, et les slats, les volets de bord d'attaque. Alors à quoi ça sert? Alors les volets de bord d'attaque, on va les installer, en tout cas on va les déplacer lorsqu'on travaille à forte vitesse, à nombre de Reynolds grand, donc au décollage. Donc au décollage, quand on a besoin d'une très grande portance pour faire décoller l'avion. Donc on a envie d'avoir un CZ le plus grand possible, une portance la plus grande possible, on est au décollage, on est à forte vitesse, à très grand nombre de Reynolds. Eh bien on va essayer d'avoir une courbe de CZ en fonction de I un peu différente. Et grâce au bord d'attaque, on obtient la courbe rouge au lieu de la courbe en pointillé qu'on avait tout à l'heure. Donc on voit bien qu'en effet, on va pouvoir augmenter le CZ et augmenter aussi I indice D, donc augmenter aussi l'angle de décrochage. Alors, bien sûr, on fait attention. Alors pour ceux qui ont déjà fait de l'avion, des petits avions, il y a une alarme. Il y a une alarme qui fait bip 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 quand on s'approche du décrochage. Donc il y a tout un tas de procédures évidemment pour éviter le décrochage. Alors
C'est assez efficace, ça permet effectivement de faire décoller l'avion, et dès que l'avion a atteint une altitude suffisante, on peut retirer ces volets de bord d'attaque. Alors pourquoi? Pourquoi on les laisse pas? On les laisse pas parce que c'est un CZ plus grand, mais aussi un CX beaucoup plus grand, donc une force de traînée beaucoup plus grande, donc une grande consommation de kérosène, puisque la force de traînée, évidemment, pour maintenir une vitesse constante, elle doit être compensée par le moteur. Donc le moteur, il va beaucoup consommer de kérosène. D'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est un gros pourcentage de consommation du kérosène, c'est le décollage. Donc, une fois qu'on aura l'altitude suffisante de sécurité, on va retirer les volets de bord d'attaque, en tout cas les réaligner sur l'aile, je vais y arriver, pour moins consommer de kérosène. Alors ensuite, il y a aussi les volets de bord de fuite qui sont sur le bord de fuite. Alors eux, c'est pareil, on va les déclencher, en tout cas on va les déplacer quand on est à faible vitesse, un nombre de Reynolds faible, donc c'est pour l'atterrissage. Donc à l'atterrissage, effectivement, on a une faible vitesse, donc plutôt une faible portance. Et ça, c'est risqué, parce qu'on risque de s'écraser comme un caillou. Donc en fait, on aimerait à l'atterrissage avoir évidemment une faible vitesse, parce qu'on ne va pas atterrir à 1000 km/h sur la piste, hein, évidemment. Donc on est obligé d'être à faible vitesse, puisque le but c'est d'annuler la vitesse de l'avion, mais on aimerait avoir quand même une portance importante pour être sûr de contrebalancer le poids et atterrir en douceur, sans choc, comme un parachutiste, si vous voulez. Donc l'idée, c'est de pas travailler avec la courbe CZ en fonction de I qui est en pointillé, mais travailler avec une courbe qui est en vert, donc avec les bords de fuite. Donc là encore, ça permet d'augmenter le CZ et donc la portance pour les faibles vitesses, donc pour atterrir en douceur, avec une portance qui est légèrement supérieure au poids, donc pour atterrir en toute douceur, sans brusquerie et en toute sécurité. Évidemment, les volets de bord de fuite, ils provoquent aussi un CX plus important, donc une consommation de kérosène importante. Et là aussi, la consommation de kérosène, elle est importante à l'atterrissage, évidemment. Bien, alors je pense avoir terminé donc ce cours. On se verra en présentiel. Je dis ça à chaque fois, je suis désolé, mais moi je suis plutôt positif, hein, donc j'y crois. On se verra en présentiel la semaine prochaine. Donc voilà, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions par mail, bien sûr, d'ici la semaine prochaine. Mais sinon, la semaine prochaine, si vous n'avez pas tout saisi, en général, j'ai beaucoup de questions là-dessus, parce que souvent vous êtes très intéressé par l'aéronautique. Donc voilà pour ce cours. J'ai mis sur Pronote donc le TD, le premier TD de mécanique des fluides, il y en aura deux, et ce premier TD de mécanique des fluides, on le corrigera donc lundi matin. Donc vous avez le TD, vous pouvez commencer à regarder les 3 ou 4 premiers exercices, hein, je vous les corrigerai lundi matin. Il y aura une interro mardi matin, il y a un DL à rendre, vous l'avez déjà sur Pronote depuis un certain temps, et j'ai mis aussi le DL numéro 13, le dernier DL avant les vacances de Noël, qui traite justement sur ce chapitre grand 1 de mécanique des fluides. Voilà,